Alors, bonjour à tous. Il s'agit aujourd'hui de faire ensemble l'explication linéaire, qui est votre explication linéaire numéro 1, en l'occurrence la laitière et le pot au lait tiré des fables de La Fontaine. Donc, je vous rappelle que le passage précis que nous allons étudier et expliquer en mode linéaire, c'est les vers 7 à 38. On va aujourd'hui s'attacher à l'explication en tant que telle et non pas revenir sur l'introduction générale avec les éléments nécessaires. Ça, vous les avez sur la feuille de route que je vous ai distribuée en cours. Donc là, on va vraiment attaquer tout de suite l'explication de texte avec les 4 mouvements que l'on pouvait donc distinguer. Je vous les laisse repérer pour bien délimiter sur votre texte en tant que tel. On va donc commencer par l'explication des vers 7 à 11. À chaque fois, vous voyez sur le diapo, il y a des couleurs différentes, tout simplement parce que c'est les points sur lesquels vous allez pouvoir, insister d'un point de vue, stylistique et littéraire. Alors, dans ce premier mouvement, ce que vous allez repérer avant tout, c'est le déterminant neutre qui, dès le début, établit une sorte de lien de connivence entre le lecteur et le fabuliste lui-même. Il y a comme une sorte de complicité qui va se mettre en place tout au long de la fable. Le but ici, c'est que vous soulignerez que La Fontaine prend le soin de décrire, la jeune fable, contrairement aux fables d'Ésope qui, dans l'Antiquité, étaient des fables assez brèves et tout de suite tournées vers la morale. Là, volontairement, La Fontaine prend le temps de faire une sorte de description, détaillée, de son personnage. Alors là, plus une description par rapport à sa façon de concevoir les choses. Meilleur moyen pour que le lecteur s'imagine bien le personnage et prenne toute l'ampleur de ce qui va être la portée moralisante. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite dans ce premier mouvement? Eh bien, c'est le champ lexical de l'argent qui souligne l'apparent pragmatisme de la laitière qui pense avant tout à ses transactions commerciales. On voit aussi qu'il y a un enjambement entre compter déjà dans sa pensée tout le prix, de son lait, enjambement qui montre bien ou qui pourrait traduire son enthousiasme à vouloir faire du profit. Mais dans ce passage-là, vous allez souligner surtout l'énumération des vers qui exposent l'entrain, de la laitière qui ne perçoit ni les limites ni les obstacles à ses rêves d'enrichissement. On pourrait presque noter aussi l'hyperbole triple couvée qui montre bien qu'elle est dans cette perspective de vouloir réussir à tout prix. Et puis on voit qu'il y a le mot «bien» qui est mis, à la césure et qui montre, justement qui est mis en valeur comme pour montrer que la laitière n'envisage en aucun cas d'échec à son rêve. Bref, de façon habile, à travers un discours narrativisé, le fabuliste met ici en scène déjà d'emblée une laitière dont les pensées auraient pu être, pratiques et efficaces, mais déjà elles se révèlent, elles traduisent le côté excessif du personnage. Alors le deuxième mouvement qui va du vers 12 au vers 21, on pourrait dire ici dans un premier temps qu'on remarque la proposition en incise, disait-elle, qui montre bien que là on passe du discours narrativisé au discours direct. Le lecteur est désormais directement plongé dans les pensées de la laitière et le recours à l'octosyllabe d'ailleurs souligne cette fameuse transition. On note aussi le mot ou l'adjectif, soyons précis, l'adjectif facile qui est isolé du reste de la phrase. Eh bien, il souligne ici, par sa mise en évidence, quelque part la confiance de la laitière dans ses capacités. Elle envisage effectivement un enrichissement rapide et comment se perçoit cet enrichissement? Eh bien, par la gradation des mots que je vous ai mis en rouge qui montrent bien poulet, cochon, porc, vache, veau, troupeau, une sorte de gradation croissante qui montre bien toute son ambition et que sa rêverie, met en évidence le côté démesuré déjà de son enrichissement. L'évocation du renard montre que la laitière semble malgré tout raisonnable, puisqu'elle évoque différents obstacles. Mais en réalité, elle n'en prend pas la mesure. Et d'ailleurs, ça se lit dans l'assurance qu'elle exprime à travers l'emploi du futur de certitude, j'aurai, et la question rhétorique: «Et qui m'empêchera?» et cetera, et cetera.
On pourrait même croire que la laitière a un esprit pratique. Elle a conscience qu'il faut réduire les coûts. Elle évoque peu de sons. Elle évoque aussi l'idée d'augmenter ses profits. Argent, bel et bon, pardon. Donc les deux expressions d'ailleurs sont mises à la rime pour montrer qu'elles sont liées. Mais en réalité, la laitière a compris sans doute le principe de l'enrichissement, mais elle se trompe car elle n'a pas les fondements matériels d'une telle richesse. Elle parle d'ailleurs au passé, de ce dont elle rêve. Elle fait comme si son rêve était déjà réalisé et donc Perrette rêve de s'enrichir grâce à la vente de son lait, mais dans son enthousiasme, elle balaye d'un revers de la main, finalement, les obstacles auxquels elle pourrait se heurter et donc pour elle, déjà dans ce passage, on voit que son rêve est déjà comme réalisé et elle confond la réalité et la fiction. Son imagination d'ailleurs la pousse à envisager une réussite, d'office. On passe alors au troisième mouvement qui va du vers 22 à 29. Pourrait considérer effectivement que ce troisième mouvement va annoncer la chute de la laitière. Chute qui est mise en valeur par le verbe saute, qui est ici à la césure et qui annonce sa tragédie. On a d'ailleurs par là même l'utilisation des verbes comme saute et tombe qui sont mis au présent de l'indicatif qui ici a une valeur de présent de narration qui met en scène la laitière et donc là on a un retour à la réalité et on ramène le lecteur à cette réalité et le participe passé transporté est aussi mis en évidence par sa place dans le vers. Il s'agit de souligner l'enthousiasme excessif de notre laitière. L'énumération reprend les gains qui ont été rêvés par Perrette, mais selon un ordre inversé. Veaux, vaches, cochons, couvées, qui mime une sorte de retour en arrière vers la réalité. Et d'ailleurs, le titre «Dame» et la majuscule suggèrent tout l'orgueil et l'ambition de la laitière, qui n'est pas encore tout à fait une dame d'ailleurs. Et non seulement la rêverie ne s'est pas concrétisée, mais pire, la situation de la laitière est devenue dramatique. Et si elle s'était pas perdue effectivement dans ses pensées, elle aurait sans doute évité de sauter. La rêverie donc n'est pas seulement ridicule ou inutile, mais là elle est présentée comme quelque chose de tragique, voire bien sûr dangereux. Elle a même perdu le peu qu'elle avait. On peut penser ici que le fabuliste commence à nous préparer la morale qui consisterait à condamner l'imagination. Cette préparation d'ailleurs à la morale pourrait être mise en évidence par les mots à la rime répandus, battus, qui souligneraient le côté tragique, hein, avec son retour à la réalité, plus particulièrement le fait qu'elle retrouve son mari et qu'elle soit obligée d'avouer quelque part une sorte de faute qui court à sa perte. On en vient alors au quatrième mouvement qui pourrait être, ici donc qui irait du vers 20 à 37. Quatrième mouvement qu'on pourrait qualifier de morale surprenante. Bah oui, parce que La Fontaine surprend le lecteur. On attend vraiment une condamnation de la laitière et de la rêverie, vu comment le récit est allé crescendo précédemment. Là, en fait, on a plutôt une invitation à prendre conscience de notre ressemblance avec la laitière, pardon. Les termes «bal à campagne» et une expression, figurée comme «château en Espagne» et l'utilisation de ces expressions toutes faites montrent d'ailleurs à quel point la rêverie est générale. La laitière n'est pas la seule dans cette situation et la série des 3 questions rhétoriques, à la fois, a pour but de montrer l'évidence des propos du moralisme, aussi de faire réfléchir le lecteur qui s'était plus ou moins déjà précipité à condamner Perrette, tout au long du récit. Les termes picrocole, pyrrhus, la laitière sont, utilisés ici pour montrer en fait, c'est une énumération, hein, pour, montrer que l'on est tous, concernés. On le voit d'ailleurs au vers picrocole, pyrrhus, la laitière, enfin tous, comme pour montrer qu'on est tous comme cette laitière et elle touche des personnages de fiction, picrocole, des personnages historiques, pyrrhus, mais aussi des gens simples comme la litière et donc nous-mêmes. Et donc La Fontaine répond ici par avance à une objection que l'on pourrait lui faire. Il n'y a pas que les fous qui rêvent, mais finalement tout le monde. Et donc il reprend le pronom indéfini chacun
comme pour une sorte de généralisation de ses propos, qui d'ailleurs est renforcée par le présent, qui ici n'est plus un présent de narration, mais un présent de vérité générale. La rêverie, finalement, fait partie de l'homme. La rêverie, est propre à notre nature humaine. Donc finalement, pour La Fontaine, il ne faut pas la blâmer. Il ne donne pas ici d'ailleurs de leçon et d'ailleurs il ne met pas son récit au service d'une condamnation morale. Ce qu'il veut ici, c'est simplement observer et se pencher avec lucidité sur tout ce qui compose la nature humaine, c'est-à-dire les envies, la rêverie, l'envie de réussir, hein, et puis, la réalité qui s'impose à nous. Et donc, il ne s'agit pas ici d'observer un défaut. Les hyperboles soulignent avant tout le plaisir de la rêverie, tout le bien du monde, tous les honneurs, toutes les femmes, etc. Il s'agit ici de prendre conscience que nous rêvons tous, mais quelque part, la rêverie a du bien puisqu'elle nous procure une forme de plaisir. Et donc, on voit bien que la leçon de la fable ne consiste pas à condamner, mais à inviter le lecteur à finalement voir les différents composants qui font qu'on est homme et donc forcément qu'on peut avoir des défauts, mais qui ne sont pas nécessairement blâmables. Donc le lecteur est amené ici à mener sa réflexion, à développer une pensée personnelle et l'idée, c'est de montrer que la rêverie est constitutive de chacun d'entre nous et c'est là où la morale devient étonnante, puisqu'on attendrait ça dans l'optique des classiques. La Fontaine ne juge pas, il observe tout simplement avec lucidité, une des composantes qui nous constituent. C'est ce que vous montrerez ici, que finalement c'est une fable qui mélange habilement un dialogue et un récit et une morale. Le récit semble condamner la rêverie, alors que la morale, elle, la regarde avec plutôt une sorte de bienveillance amusée, qui célèbre aussi là le plaisir qu'elle procure. Donc dans votre conclusion générale, vous rappellerez les 4 mouvements et vous montrerez par certains faits stylistiques, hein, que finalement, il y a un certain rythme donné à la fable, une habileté, entre mélanger récit et morale et puis, vous ferez une ouverture qui pourra être, comme on l'avait indiqué en cours, une ouverture avec une autre fable ou, comme on le verra, par la suite, les 3 auteurs qui constituent le parcours associé.